Bonjour chers étudiants du semestre 2, filière études françaises. Alors nous allons ensemble continuer nos enseignements concernant le module Histoire des idées, de la littérature et des arts du XVIIIe. Alors la dernière séance, on s'était arrêté à la crise de conscience européenne où nous avions évoqué ensemble comment les idées ont changé durant ce siècle, grâce à quels moyens les intellectuels français ont découvert une autre conception de la politique, une autre conception de la littérature, et ils se sont rendus compte qu'en fait le modèle français n'était pas aussi bon que cela. Donc nous continuons toujours dans cette lancée de cette nouvelle idéologie, de cette nouvelle pensée, et nous allons nous intéresser maintenant plutôt au modèle anglais, ou comment l'Angleterre a-t-elle influencé les philosophes français. En effet, l'Angleterre a beaucoup influencé les philosophes des Lumières dans la mesure où elle a connu deux révolutions, celle de 1642 et 1649 avec Cromwell, suivie de celle de 1688 à 1689, qui aboutit à la Déclaration des droits des Anglais. Et ces deux révolutions ont permis en fait de remettre en cause le régime absolutiste et surtout l'intolérance, les deux problématiques de la société française du XVIIIe siècle. En effet, ces acquis ont plus ou moins ouvert les yeux aux philosophes français dans la mesure où ils commencent à découvrir une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle conception de la politique, une nouvelle conception de la religion, et ça leur permet de remettre en question leur société. Cette société anglaise, elle sera fondée principalement sur une forme de libéralisme à la fois politique, religieux, économique et culturel. Pardon. Les Anglais sont à l'origine de beaucoup de transformations à la fois technologiques et scientifiques, dans la mesure où ils se sont développés bien avant la France. La majorité des écrivains et philosophes français du XVIIIe ne cessèrent de faire des éloges sur l'Angleterre. Nous avons Montesquieu qui fait référence à ce modèle dans l'Esprit des lois, Voltaire dans ses lettres philosophiques ou ses lettres anglaises, où il ne cesse de brosser l'éloge, en fait, de faire l'éloge de cette Angleterre libre finalement, parce que les philosophes sont à la quête de cette liberté. Ils rêvent d'une France libre politiquement, d'une France libre religieusement, et d'une France, pourquoi pas libre aussi économiquement, pour justement aboutir et en finir avec cette société de privilèges. D'autres auteurs vont se charger de traduire beaucoup d'œuvres anglaises qui, pour eux, méritent vraiment d'être lues. Alors cette influence, les auteurs en ont fait un éloge dans la mesure où pour eux, différentes raisons méritent que justement l'Angleterre les influence. Alors tout d'abord, il y a des raisons religieuses, dans la mesure où le schisme anglican a permis toutes les opinions religieuses. Nous savons tous que la France était sous un régime absolutiste, autoritaire, la religion catholique était la religion d'État, l'intolérance et le fanatisme religieux étaient permanents dans cette société, l'absence de liberté totale au niveau religieux et au niveau politique font que les Français n'étaient plus à l'aise religieusement. Donc ils découvrent qu'en Angleterre, chacun est libre de pratiquer la religion qu'il souhaite, chacun est libre de croire ou de ne pas croire en telle ou telle religion. Je cite Voltaire dans ses lettres anglaises: « S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, son despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elle se couperait la gorge. Mais il y en a 30 et elles sont en paix heureuses. » Donc cette citation relève effectivement cette tolérance religieuse en Angleterre où chaque citoyen est libre de pratiquer sa religion. La religion n'est plus mêlée à l'État, l'État n'exerce plus une autorité religieuse sur le citoyen. Cette diversité d'opinions religieuses met en place un terrain favorable à la liberté de penser sous toutes ses formes, comme en témoigne le succès d'un livre d'Anthony Collins,
le discours sur la liberté de penser, écrit à l'occasion d'une nouvelle forme d'ouverture d'esprit, où des gens pensent librement et osent enfin échanger leurs idées nouvelles. Alors ces philosophes ont eu le mérite d'aller à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles conceptions, de nouvelles manières de voir les choses. Parce que n'oublions pas que la société française était une société très autoritaire. Et cette autorité, elle a tué la pensée finalement. Elle a empêché les Français de réfléchir. Elle a obligé les Français à se soumettre à l'autorité politique et à l'autorité religieuse. Avec l'Angleterre, on découvre autre chose. On découvre une monarchie parlementaire, où le Parlement se fait la voix du peuple. On découvre une liberté religieuse absolue. C'est ce que recherchent ces philosophes finalement. C'est que l'individu, quel qu'il soit, a le libre choix de choisir qui le représente politiquement, mais de choisir aussi sa religion, celle qu'il souhaite pratiquer ou non, ou tout simplement ne pas croire. Être athée ou être déiste, c'est un choix. Donc ici, on est en train de passer d'un homme soumis à un homme qui ose penser et faire de nouveaux choix. Donc justement, ces philosophes vont se battre finalement pour pouvoir introduire dans leur pays ou au moins participer au combat pour que justement cette nouvelle influence soit mise en place en France. Qu'on se batte aussi pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser comme on veut, pour pouvoir être libre justement. Ensuite, après avoir vu les raisons religieuses, nous allons évoquer maintenant les raisons politiques. Alors la raison politique, tout simplement, c'est cette monarchie libérale qui représente l'idéal politique de la plupart des philosophes français. En effet, Jacques II donne au peuple anglais des garanties constitutionnelles et une sorte de règne sous le contrôle du Parlement. Donc la monarchie constitutionnelle va permettre au Parlement d'être finalement, d'avoir des députés qui vont représenter la voix du peuple. Donc le peuple sera défendu, sera représenté par le Parlement. Ce qui n'était pas le cas sous la monarchie absolutiste où l'autorité du roi n'accordait pas une importance aux tiers états. Seuls les privilégiés avaient leur place au sein de la cour. Ensuite arrivent les raisons économiques qui ont une importance particulière parce que c'est grâce à lui que s'est développée et que s'est enrichie l'Angleterre. Alors Voltaire s'est intéressé au système économique anglais qu'on appelle le système économique libéral. Alors je le cite, « Le commerce qui a enrichi les citoyens en Angleterre a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour. De là s'est formée la grandeur de l'État. » En effet, l'Angleterre a choisi l'économie libérale qui consiste à donner ou à permettre à tous les citoyens la liberté de commercer et d'entreprendre. Liberté qui a créé la richesse pour la majorité des citoyens. Donc le commerce ne devient plus réservé à une certaine catégorie sociale, mais tout citoyen a le droit, selon les moyens dont il dispose, de participer, de contribuer à l'économie de son pays. Et ce libéralisme va permettre à l'Angleterre de dominer économiquement, elle va permettre aux citoyens de contribuer au développement de leur pays et le pays va s'enrichir et les caisses de l'État seront remplies. Ensuite, nous avons les raisons philosophiques, scientifiques et littéraires. On prendra comme symbole très important du modèle anglais le philosophe John Locke. Alors il a marqué à la fois les pensées bien sûr anglaises et françaises avec sa théorie de la connaissance qui était qualifiée d'empiriste car il considérait que l'expérience est à l'origine de la connaissance. Sa théorie politique est l'une de celles qui fondèrent le libéralisme et la notion d'état de droit.
Son influence fut considérable dans ces deux courants de pensée. En fait, il appliquait ces principes à tous les domaines, aussi bien à la politique qu'à l'éducation, qu'à la religion. Nous avons vu ensemble une série de raisons, donc les récits de voyage que nous avions évoqués lors de la dernière séance, l'influence de l'Angleterre, qui ont marqué ce début du XVIIIe siècle, qui ont permis une crise de conscience chez les Français. En effet, grâce à ces différents voyages, ces différents constats faits dans les pays visités, on se rend compte que la France est un modèle très autoritaire où l'individu est soumis à deux autorités qui font de lui un être sans raison. Un être qui ne pense pas, un être qui ne réfléchit pas, un être qui obéit tout simplement. Donc ils se rendent compte que l'homme n'est pas libre. Il n'est pas libre. Donc ces philosophes vont être influencés dans leur réflexion et ils vont chercher à tout prix à contribuer au changement de cette idéologie absolutiste. Ils vont développer les idées anglaises dans la société française grâce à leurs travaux. Locke a marqué les philosophes français dans la mesure où il s'est imposé contre la monarchie de droit divin. Il a toujours prôné une société civile libérale. Il défend l'idée que les hommes naissent libres et égaux. La société est instituée pour défendre leurs droits naturels, le droit à la propriété, le droit à la liberté personnelle, le droit de justice. Il prône aussi le fait que le gouvernement doit être élu et établi par un pacte social qui impose des limites à sa souveraineté. Je cite, « Le peuple est le juge suprême de la façon dont les gouvernants remplissent leur mission. » Donc ici, on peut interpréter cette citation comme étant le peuple a le pouvoir, justement, d'être d'accord, d'analyser, de critiquer le système mis en place. Donc il a le droit à la parole, il a le droit à la remise en question. On lui donne ce droit qu'il n'avait pas sous la monarchie de droit divin. Locke préconise également une séparation entre les trois pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, exécutif et confédératif, c'est-à-dire les relations avec l'extérieur. Son essai sur l'entendement humain est l'un des livres fondateurs des Lumières et une référence constante de l'encyclopédie. Il réclame pour chacun le droit d'exercer le culte de son choix et de discuter les sujets théologiques dans sa lettre sur la tolérance. Il prétend que la tolérance est l'essence même du christianisme et postule que l'existence de Dieu peut être démontrée, le monde ne pouvant être compris qu'en référence à une cause créatrice. Pour lui, l'existence de Dieu est le fondement de la conduite morale. À cette époque, le déisme s'étend en Angleterre. Locke a également exposé ses principes sur l'éducation dans son œuvre de l'éducation des enfants. Ses idées dans ce domaine, comme dans les autres, ont été reprises ou discutées par les philosophes des Lumières. Jean-Jacques Rousseau, le tout premier, Montesquieu et les encyclopédistes. Je cite Montesquieu. « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Donc on est toujours dans cette liberté de penser, d'analyser, de s'exprimer et de remettre en question les choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, nous allons nous intéresser, en synthétiser, pourquoi est-ce que l'Angleterre a beaucoup influencé les philosophes des Lumières. Il faut savoir qu'elle a fait ses révolutions bien avant les révolutions françaises. Donc son histoire est en avance par rapport à celle de la société française. Donc les conséquences de ces révolutions, elles ont été visibles pour nos philosophes. En effet, elles ont été visibles au niveau des acquis religieux, elles ont été vues au niveau des acquis politiques, elles ont été vues au niveau des acquis économiques, culturels, philosophiques et scientifiques. Donc ces acquis, c'est la concrétisation des différents combats menés par les Anglais. En effet, on est passé, eux aussi, parce que les Anglais aussi, ils avaient une monarchie de droit divin. Donc on est passé d'un peuple soumis, d'un peuple qui a peur, d'un peuple qui n'est pas libre finalement, à une ouverture libérale où
la tolérance prime, donc le peuple anglais est un peuple tolérant, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit protestant, qu'on soit athée ou qu'on soit déiste, il n'y a aucune autorité qui nous juge. Nous ne serons pas emprisonnés, nous ne serons pas guillotinés, etc. Donc, pour les philosophes, c'est un acquis d'une extrême valeur, parce que n'oublions pas que dans l'histoire de la société française, avec la révocation de l'édit de Nantes, les protestants ont été guillotinés, les protestants ont été tués. Certains protestants ont dû s'exiler justement pour pouvoir pratiquer leur religion. Et nous irons plus loin en restant toujours dans les raisons religieuses. On verra par la suite, quand on parlera des philosophes plus précisément, on verra comment Voltaire en fera un combat personnel avec l'affaire Calas, où justement il va se battre contre l'intolérance religieuse. Donc ces différents acquis ne sont plus des choses qui sont abstraites, ce sont des choses qui se sont concrétisées et que les philosophes voient de leurs propres yeux. Donc ils se disent qu'on n'est plus dans quelque chose d'abstrait, mais les choses, elles sont visibles, elles sont palpables et on le sent dans la société. C'est une société libre, c'est une société libérale, c'est une société épanouie finalement, toujours par rapport à la leur. Bien évidemment dans une étude comparative entre la société française qui est encore sous la joute de l'absolutisme et une société anglaise plus libérale, plus tolérante, plus libre tout simplement. Donc il faut savoir que ce modèle anglais, il sera le point de départ de toute la réflexion des philosophes des Lumières. Bien sûr, il y a d'autres influences, il y a d'autres expériences, il y a d'autres voyages qui ont influencé nos philosophes, puisqu'ils viennent tous d'horizons différents, ils ont tous eu un vécu différent, mais ils rejoignent et ils partagent à peu près tous les mêmes idées, que sont la liberté, l'égalité, la tolérance, la justice, etc. On les verra plus en détail dans la suite du cours. Donc ces différentes raisons vont être le point de départ de toute une réflexion des philosophes des Lumières qui vont ensuite s'étendre à toute l'Europe. Donc ce modèle anglais finalement, il va être une influence positive sur la philosophie des Lumières. À partir de là, les auteurs français vont s'intéresser à comment mener ce combat dans une société française où l'absolutisme domine encore, où la censure a une place très importante et l'analphabétisme aussi est très présent. Donc cette influence anglaise, elle est là et elle a toute son importance dans la mesure où les philosophes se disent que ça peut se réaliser aussi en France et que ça deviendra leur leitmotiv finalement. Et c'est un combat qu'ils vont mener dans leurs écrits, qu'ils vont mener dans les salons, dans les cafés, pour pouvoir faire avancer la réflexion. Quand on parle de la réflexion, c'est surtout développer la raison. La raison qui va avec la science. Parce qu'avant, l'impact du pouvoir religieux faisait que la superstition, les idées reçues, avaient toute leur place dans l'esprit des sujets français. Donc, c'était des sujets qui étaient soumis, qui croyaient ce que l'autorité leur disait, mais avec les philosophes, il y a une nouvelle conception. Comment faire dominer la raison, le rationalisme, la logique chez les sujets français? Et ce combat sera primordial dans l'évolution de l'histoire française. En effet, on ne pourra pas dire que c'est le combat des philosophes qui a mené à la Révolution française. Mais c'est un départ, c'est le début d'une prise de conscience, c'est le début d'un refus d'un autoritarisme, c'est le refus d'une monarchie de droit divin, c'est le début d'une prise de conscience qu'il faut réduire le pouvoir religieux,
que le pouvoir religieux ne doit pas être mêlé au pouvoir politique, justement. Et c'est cette prise de conscience qui va développer cette philosophie qui va ensuite s'étendre vers l'Allemagne, vers l'Italie, vers toute l'Europe finalement. Donc cette influence anglaise, elle aura été très positive sur l'idéologie des philosophes français. Donc après avoir vu ensemble l'influence du modèle anglais, nous allons nous intéresser maintenant plus profondément aux philosophes des Lumières, ce qu'on appelle aussi l'esprit des Lumières. Alors parmi les philosophes des Lumières, on a toujours tendance à citer, on va parler de Montesquieu, Diderot, Voltaire et Rousseau. Alors ce sont des auteurs qui, chacun à sa manière, combat en quelque sorte des valeurs auxquelles ils croient. Mais ils ont ensemble la même vision des choses, c'est comment développer cette raison qui va permettre à l'homme d'évoluer, de choisir, de vivre tout simplement. Parce que toutes les décisions faites auparavant, elles étaient gérées par l'autorité absolutiste et par l'autorité religieuse. L'autorité religieuse, elle avait un pouvoir sur les sujets, un pouvoir à la fois religieux, mais ces sujets, ils étaient au service à la fois du pouvoir religieux, qui lui est au service du pouvoir politique. Donc c'est comme si les sujets étaient pris finalement au piège entre ces deux autorités, parce que les deux autorités le dominaient finalement. Et la religion, elle était la seule source. Quand on parle de la religion, bien évidemment, c'est l'Église, donc l'autorité religieuse, était la seule source de connaissances. C'était la seule qui véhiculait les idées superstitieuses, les idées reçues, finalement les traditions qui étaient perpétrées. Et cela va être remis en cause justement par ces philosophes. Et nous en avions parlé lors de la dernière séance concernant justement cette critique de la religion. Voltaire l'a beaucoup évoqué, et nous avions vu ensemble justement le chapitre du tremblement de terre dans Candide, où justement il évoquait cette critique de la religion et cette superstition véhiculée par la religion.